Les 7 prisons, invisibles de l'esprit. Réfléchissez à votre journée, pas au lieu physique. Le bureau, la maison, le café. Je parle de quelque chose de plus profond. Où votre esprit a-t-il réellement séjourné? Dans quel espace invisible étiez-vous, tandis que votre corps agissait machinalement? Car voici ce que la plupart des gens ignorent. Il existe des lieux dans ce monde qui n'existent que dans votre esprit. Ils ne figurent sur aucune carte. Impossible de les trouver en regardant par la fenêtre. Pourtant, ils sont plus réels, plus puissants et plus dangereux que n'importe quel lieu physique. Et ils vous détruisent. Pas rapidement. Pas de façon flagrante. Mais lentement. Silencieusement. Comme une photo qui se fane au soleil. Vous vous sentez épuisé, sans raison apparente. Anxieux à propos de tout. Vide d'une manière inexplicable. Et vous vous en voulez. Vous pensez que quelque chose est brisé en vous. Et si le problème ne venait pas de vous? Et si vous étiez simplement prisonnier d'un espace psychologique inadapté? Je veux vous montrer 7 prisons invisibles qui effacent votre véritable nature. Elles n'utilisent ni force ni violence. Leur action est bien plus insidieuse. Elles vous font vous oublier. Elles vous apprennent à renier votre propre nature. Elles vous persuadent que le masque compte plus que le visage qui se cache derrière. Le palais des glaces. Imaginez une pièce où chaque surface ne reflète que vos croyances. Chaque conversation confirme vos pensées. Chaque opinion fait écho à la vôtre. Chaque peur est validée par des voix étrangement semblables aux vôtres. Confortable, n'est-ce pas? C'est précisément pour cela que c'est si dangereux. L'esprit humain n'est pas fait pour vivre en parfaite harmonie avec lui-même. Il est conçu pour être stimulé, mis à l'épreuve, stimulé. Lorsque vous vous entourez uniquement de personnes qui pensent exactement comme vous, quelque chose d'étrange se produit. Votre esprit ne se fortifie pas. Il devient rigide, fragile, apeuré. Je connaissais un homme qui ne fréquentait que des personnes partageant sa vision du monde. Politique, religion, art de vivre. Il se croyait sage, mais sa capacité de réflexion diminuait de jour en jour. Son monde se rétrécissait, devenait plus effrayant, plus dépendant du groupe pour distinguer le vrai du faux. Le palais des glaces vous terrifie face aux idées différentes. Une pensée nouvelle est vécue comme une agression, un point de vue différent comme une trahison. Vous fusionnez tellement avec vos croyances que les remettre en question équivaut à mourir. Mais voici la vérité. Quand on vit dans le palais des glaces, on ne pense pas. On ne fait que répéter. On n'évolue pas. On se sclérose. On ne devient pas plus soi-même. On le devient moins. La solution? Recherchez délibérément les voix qui vous dérangent. Non pas pour argumenter, non pas pour les contredire, mais pour laisser votre esprit s'épanouir, pour vous souvenir de ce que c'est que de s'interroger, de questionner, de ne pas savoir. La reine de la comparaison, c'est là que vous mesurez votre valeur à l'aune de la vie idéale des autres. Leur réussite, leur statut, leur existence soigneusement mise en scène. Ici, rien de ce que vous faites n'est jamais vraiment suffisant, car quelqu'un, quelque part, l'a toujours fait mieux. Cette compétition se fait passer pour une source de motivation. On croit que se comparer aux autres nous incitera à progresser. Mais observez ce qui se passe réellement. Au lieu d'être inspiré, on est épuisé. Je me souviens d'une femme qui avait obtenu la promotion qu'elle convoitait depuis des années. Au lieu de joie, elle n'a ressenti que de l'inadéquation, car une collègue avait été promue encore plus haut. Son accomplissement ne signifiait rien. Quelqu'un d'autre avait fait mieux. Elle avait renoncé à la satisfaction qu'elle pouvait avoir dans sa propre vie. Dans ce système, la vie est perçue comme une course avec une seule ligne d'arrivée, comme s'il existait un tableau de score cosmique classant toute l'humanité. Mais c'est absurde. Votre vie est unique. Vous n'êtes pas en compétition avec le reste de l'humanité.
Vous suivez votre propre chemin, vous jouez votre propre jeu. En vivant ainsi, vous cessez de rechercher la joie et vous vous mettez à courir après la reconnaissance. Vous cessez d'écouter vos désirs et vous jouez un rôle pour un public imaginaire. Vous êtes tellement occupé à compter les points que vous oubliez de vivre. Pour s'en échapper, il faut une solution radicale. Cessez de tout mesurer. Pas occasionnellement, mais définitivement. Apprenez à faire les choses parce qu'elles vous enchantent, et non pour impressionner qui que ce soit. Retrouvez la capacité de jouer sans compter les points, de créer sans avoir besoin d'applaudissements, exister sans se soucier de sa place dans le monde, le théâtre des masques. Ici, l'authenticité est punie et la performance récompensée. On ne montre de soi que les aspects acceptables, impressionnants, utiles. Tout le reste se dissimule derrière une façade soigneusement construite. Nous portons tous des masques, parfois. C'est naturel, voire nécessaire. Mais le théâtre des masques est différent. Ici, le masque devient si épais, si permanent, qu'on en oublie qu'il n'y a jamais eu un visage en dessous. Je connaissais un homme qui travaillait dans un secteur où la moindre faiblesse signifiait la fin de sa carrière. Il avait appris à rire de blagues nulles, à approuver des idées auxquelles il s'opposait, à cacher tout ce qui ne correspondait pas à l'image qu'on s'était forgée. Après des années de ce jeu, quelque chose de terrifiant s'est produit. Il ne savait plus qui il était vraiment. Le masque était devenu sa seule identité. Voilà ce que fait le théâtre. Il ne se contente pas de cacher votre véritable nature. Il l'efface, lentement, imperceptiblement. Jusqu'à ce que, lorsque vous vous cherchez, vous ne trouviez rien. Vous êtes devenu une performance vide, un costume sans âme. L'épuisement est implacable. Chaque interaction exige un calcul minutieux. Que dire? Que cacher? Quelle apparence adopter? On rentre vidé, non pas d'un véritable engagement, mais de l'effort constant d'être quelqu'un d'autre. Ironie cruelle. Ce que l'on cherche à obtenir par cette performance, le lien, l'appartenance, l'acceptation, ne se trouve que dans l'authenticité. La performance engendre précisément l'isolement qu'elle tente d'éviter. S'en sortir demande du courage. Il faut commencer à retirer le masque, avec précaution au début, en observant qui reste et qui part. Oui, certains partiront, ceux qui préféraient votre performance. Mais ce n'est pas une perte, c'est une libération. Ceux qui restent seront en relation avec vous, et non avec votre costume. La chambre du silence, non pas un silence paisible. Non pas une immobilité contemplative. C'est un silence toxique, où la douleur est enfouie, les besoins niés, et la vérité trop dangereuse à dire. Nombreux sont ceux qui ont grandi dans des familles comme celle-ci. Tout semblait aller bien en apparence, pas de cris, pas de dysfonctionnement évident, mais derrière cette façade agréable, l'atmosphère étouffait peu à peu. On n'exprimait pas ses sentiments, on n'abordait pas les problèmes. La règle tacite était simple, ne pas faire de vagues. Dans la chambre du silence, on apprend qu'avoir des besoins émotionnels est égoïste, qu'exprimer sa douleur est une faiblesse, que la paix consiste à ne jamais être honnête sur ce qui fait souffrir. On devient expert dans l'art de souffrir en silence, à faire semblant que tout va bien, à se convaincre que l'engourdissement est synonyme de paix. Mais vos besoins émotionnels ne disparaissent pas quand vous les ignorez. Ils s'accumulent en vous, créant une anxiété inexplicable et une dépression qui semble surgir de nulle part. Vous vous sentez seul, même entouré de votre famille, car personne ne vous voit vraiment. Je connaissais une famille qui s'enorgueillissait de ne jamais se disputer. Ils pensaient que cela signifiait qu'ils étaient proches, mais individuellement, chacun se sentait désespérément seul.
La mère était déprimée, mais ne pouvait pas le dire. Le père était submergé, mais n'avait personne à qui se confier. Les enfants ont appris que leurs sentiments étaient des perturbations gênantes. La chambre du silence vous apprend à gérer la douleur plutôt qu'à la guérir. Elle vous conditionne à vous demander « Comment puis-je mieux supporter cela ?» plutôt que « Comment puis-je régler ce qui ne va pas ?» La solution réside dans la rupture du silence, avec douceur mais fermeté. Dire tout haut ce qui a été caché, non pas avec colère ou reproche, mais avec une simple honnêteté. Je souffre, j'ai besoin d'aide, ça ne fonctionne pas. Cela signifie risquer une paix illusoire pour la possibilité d'une véritable connexion. Le bruit, assourdissant, c'est l'opposé du silence toxique. Ici, vous êtes constamment bombardé d'informations, de stimulations, d'exigences, de distractions. Il y a toujours quelque chose à lire, à regarder, à consommer. Vous remplissez chaque instant de calme, car le silence vous est insupportable. Cet état existait bien avant les smartphones. C'est partout où vous utilisez le bruit extérieur pour éviter votre vérité intérieure. Lire de manière obsessionnelle pour éviter de penser à votre mariage. Restez constamment occupé pour fuir votre propre compagnie. Remplir votre esprit des problèmes des autres pour ne pas affronter les vôtres. Le bruit assourdissant est séduisant car il donne l'impression d'être productif. Vous restez informé, occupé, impliqué. Mais attention à ce qui arrive à votre esprit. Vous consommez d'énormes quantités d'informations, mais vous n'en retenez presque aucune. Vous avez des opinions sur tout, mais une compréhension profonde de rien. Vous êtes épuisé par une activité mentale incessante, mais vous ne pouvez citer aucune réalisation concrète. Je connaissais un homme qui lisait 3 journaux chaque matin et passait ses soirées à discuter de l'actualité. Il était fier d'être bien informé. Mais quand je lui demandais ce qu'il comprenait vraiment, quelle sagesse il avait acquise, il restait muet. Il sature son esprit de bruit pour éviter le silence propice à la véritable réflexion. Je connaissais une femme qui a passé 20 ans dans une carrière qui ne l'intéressait pas, mariée à un homme qu'elle n'aimait pas, vivant dans une ville qui la déprimait. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle a répondu que c'était logique. Sa famille approuvait. Son emploi était stable. Son mariage était solide. Elle avait bâti toute sa vie sur ce qui paraissait raisonnable aux yeux des autres, ignorant complètement ce qu'elle ressentait comme juste. La chambre vous persuade que la maturité consiste à ignorer vos désirs, que la responsabilité implique de trahir votre vérité, qu'être bon signifie s'abandonner soi-même. Alors, vous faites 1000 petits compromis, à peine perceptibles, jusqu'à ce que vous vous réveillez un jour en vivant entièrement la vie de quelqu'un d'autre. Le plus cruel, c'est que la société récompense souvent cette trahison de soi. On vous dit mature quand vous ignorez vos besoins, responsable quand vous sacrifiez votre bonheur, altruiste quand vous faites passer les autres avant vous. Mais ce n'est pas de la vertu, c'est une lente mort spirituelle. La solution exige quelque chose qui peut sembler égoïste au premier abord. Vous devez recommencer à vous écouter. Que désirais-je vraiment? Qu'est-ce que cela signifie pour moi? Quelle est ma vérité, indépendamment des attentes des autres? Et puis, le plus effrayant de tout, vous devez commencer à faire des choix en fonction de ces réponses. Certaines personnes seront déçues. C'est inévitable, mais votre vie vous appartient. Elle n'est pas soumise à leurs attentes. Le refuge des ombres, c'est cet espace intérieur où vous avez enfermé toutes les parts de vous-même que vous avez trop peur ou honte d'affronter. Chaque souvenir douloureux, chaque pensée honteuse, chaque qualité que vous avez jugée inacceptable, tout finit au fond du sous-sol. Vous pensez peut-être que c'est une bonne idée? Refoulez le négatif
et se concentrer sur le positif. Mais ce que vous enfouissez ne reste pas enfoui. Cela se renforce dans l'obscurité, influençant votre comportement de manière incompréhensible. Vous vous surprenez à surréagir à des broutilles, à saboter votre propre réussite, à répéter des schémas que vous aviez juré de ne plus jamais reproduire. Et vous ne comprenez pas pourquoi, car la véritable cause est enfermée au sous-sol. Je connaissais un homme qui détestait la colère de son père et jurait de ne jamais lui ressembler. Il était fier d'être calme et maître de lui. Mais lorsqu'il a eu des enfants, à son grand désarroi, il s'est retrouvé à s'emporter contre eux pour des broutilles. Il avait enfermé sa propre colère au sous-sol, croyant l'avoir éliminée. Mais elle n'attendait que ça, tapie dans l'ombre, amassant des forces, avant d'éclater exactement comme il le craignait. Chaque qualité que vous rejetez ne disparaît pas. Elle s'enfouit et commence à diriger votre vie depuis votre inconscient. Vous jugez durement les autres pour des traits que vous redoutez secrètement en vous. Vous attirez des situations qui vous forcent à affronter ce que vous avez évité. Mais voici le plus remarquable. Ce recoin obscur ne renferme pas seulement ce que vous craignez. Il recèle aussi une force, une créativité et une vitalité immense. Cette colère enfouie pourrait se transformer en un engagement passionné, une fois que vous l'aurez affronté. Cette tristesse pourrait devenir une profonde empathie. Cette honte pourrait se muer en une compassion intense. La sortie exige une descente. Non pas l'évitement, ni le déni, mais le courage d'aller dans l'obscurité avec une lumière et de voir ce qui s'y trouve réellement. Non pas pour juger, non pas pour combattre, mais simplement pour reconnaître. Oui, cela fait aussi partie de moi. Et dans cette reconnaissance, l'ombre perd son pouvoir de vous contrôler inconsciemment. Vous retrouvez votre intégrité. Vous êtes intégré. Vous n'êtes plus en guerre contre vous-même. La sortie, cette prison invisible, le palais des glaces qui vous rend rigide et apeuré, l'arène de la comparaison qui dévalorise vos réussites, le théâtre des masques qui efface votre véritable visage, la chambre du silence qui enfouit votre vérité, la tempête de bruit qui noie votre voix intérieure, la chambre de l'auto-trahison où vous vous abandonnez, et le sous-sol des ombres où vous vous cachez de votre plénitude. Reconnaître ces lieux n'est que le début. Comment en sortir? La réponse est à la fois simple et terrifiante. Vous devez prendre conscience. Regardez honnêtement où vous êtes. Pas là où vous prétendez être. Pas là où vous aimeriez être. Mais là où vous passez réellement votre temps psychologique. Lequel de ces lieux fréquentez-vous quotidiennement? Alors, il est temps de commencer à le quitter. Pas d'un coup, pas de façon spectaculaire, mais progressivement. Limitez votre temps passé dans les environnements toxiques. Posez des limites aux personnes qui exigent que vous portiez un masque. Créez un espace de silence où votre voix intérieure peut s'exprimer. Faites de petits choix guidés par votre vérité, plutôt que par les attentes extérieures. Entamez le lent travail d'intégration de ce que vous avez caché. Cela ne vous rendra pas populaire. Les personnes à l'aise dans ces environnements se sentiront menacées. Elles vous traiteront d'égoïste parce que vous posez des limites, d'étrange parce que vous êtes authentique, d'asocial parce que vous avez besoin de silence, d'irresponsable parce que vous suivez votre vérité. Laissez-les faire. Votre liberté vaut bien leur inconfort. Lorsque vous quittez ces lieux, vous ne vous sentez pas seulement mieux, vous devenez différent. Vos relations s'approfondissent car elles sont fondées sur la vérité. Votre travail prend tout son sens car il émane de votre être authentique. Votre esprit s'éclaircit. Vous vous sentez à nouveau vivant car vous avez cessé de vous abandonner. Mais surtout, vous donnez aux autres la permission de partir eux aussi.
en cessant de participer à ces schémas toxiques, vous leur offrez la possibilité de s'en échapper. Votre famille pourrait commencer à dire la vérité. Vos amis pourraient baisser leur garde. Non pas parce que vous leur avez fait la morale, mais parce que vous leur avez montré qu'une autre voie est possible. Ces lieux persistent parce que nous acceptons collectivement de les habiter. Mais lorsque suffisamment d'individus choisissent la liberté, tout le système se transforme. La libération d'une seule personne engendre des répercussions bien au-delà de ce que vous pouvez percevoir. Alors, demandez-vous, lequel de ces lieux considérez-vous comme votre foyer? Où dépensez-vous votre énergie psychologique? Que faudrait-il pour en sortir? Voici la belle vérité. Vous n'êtes pas prisonnier. Ces lieux n'ont d'autres murs que ceux auxquels vous croyez. Le palais des glaces? Écoutez une autre voix. L'arène de la comparaison? Cessez de compter les points. Le théâtre des masques? Déposez le masque. La chambre du silence? Exprimez votre vérité. La tempête de bruit? Faites taire le bruit. La chambre de l'auto-trahison? Choisissez-vous. Le sous-sol des ombres? Descendez avec curiosité plutôt qu'avec peur. Votre véritable nature n'est pas détruite. Elle a simplement été enfouie sous des couches d'adaptation, de performance et de peur. Mais elle est toujours là, attendant patiemment que vous vous souveniez de qui vous êtes vraiment. Le sens de votre vie n'est pas de réussir à naviguer dans ces prisons. Il s'agit de les reconnaître, de les quitter et de découvrir ce qui demeure lorsque vous cessez de vous défendre, de jouer un rôle ou de vous cacher. Ce qui demeure, c'est vous, votre véritable nature, celle qui a toujours été là, observant, attendant, prête à revivre. Lorsque vous retrouverez ce moi, vous vous demanderez comment vous avez pu prendre ces prisons pour des foyers. Vous comprendrez alors que la liberté a toujours été à portée de main, à portée d'un simple choix sincère. La porte n'a jamais été verrouillée. Vous aviez simplement peur de l'ouvrir. Les 7 prisons invisibles existent, certes, mais la voie de la sortie existe aussi. Et cette voie commence par une prise de conscience de votre situation, une honnêteté face à la réalité et un premier pas vers la vérité. Pas demain, pas lorsque les conditions seront idéales, mais maintenant, toujours maintenant. Voici votre invitation. Non pas à la perfection, non pas à un accomplissement lointain, mais au simple fait de rentrer chez vous, de vivre en harmonie avec votre être profond plutôt que par peur, de suivre votre propre voie plutôt que d'écouter celle de quelqu'un d'autre. Les prisons seront toujours là, offrant leur faux réconfort et leurs murs familiers. Mais vous n'êtes pas obligé d'accepter cette invitation. Vous pouvez choisir autrement. Vous pouvez sortir du labyrinthe des miroirs et engager une conversation authentique. Vous pouvez quitter l'arène et poursuivre ce qui vous apporte de la joie. Vous pouvez retirer le masque et prendre le risque de vous montrer tel que vous êtes. Vous pouvez briser le silence et dire votre vérité. Vous pouvez faire taire le bruit et vous écouter. Vous pouvez cesser de vous trahir et commencer à honorer votre intuition. Vous pouvez descendre au plus profond de vous-même et intégrer vos parts d'ombre. Ce n'est pas un travail facile, mais c'est le seul qui compte, car à quoi bon vivre dans ces prisons? Quel est l'intérêt de survivre si l'on s'est perdu en chemin? Votre véritable nature vous appelle, non pas d'un futur lointain, mais d'ici et maintenant, sous toutes ces couches de protection et de façade. Elle attend que vous vous souveniez, elle attend que vous rentriez à la maison. La question est, répondrez-vous